Stéphane Bureau est un journaliste, un intervieweur, un animateur à la télévision et à la radio canadienne. Depuis une trentaine d'années, toutes les tribunes confondues, il a réalisé peut-être plus que 10 000 entrevues avec des gens comme Mikhail Gorbatchev, Donald Trump, Céline Dion, Mario Vargas Llosa, Brigitte Bardot, Luciano Pavarotti, Fernando Botero, Garth Brooks, Benoît Gou, Jean Marais, Elie Wiesel, Jean Chrétien, Fabrine Lucchini et Simone Veil. Il a été correspondant à Washington et à New York. Il a présenté le bulletin de nouvelles de fin de soirée au réseau TVA. Avant d'animer le téléjournal de Radio-Canada pendant 5 ans, il est producteur, concepteur, animateur d'une grande série documentaire, Contact, diffusée à la télévision canadienne et européenne. Stéphane est animateur et concepteur de la série télévisée Les Grandes Entrevues Juste pour rire, diffusée pendant 12 ans. Son travail d'animateur lui a valu 9 prix Gémeaux, décernés par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Il a été récompensé par l'Ordre de la Pléiade, remis par l'Organisation internationale de la francophonie. À son retour à la radio, à Radio-Canada en 2017, il a animé pendant 5 ans Notes de voyage, en plus de produire des entretiens chaque semaine. En 2022, il a passé un an avec Le Monde à l'envers au réseau de TVA. Cette année, il prépare des nouveaux projets qui nous seront peut-être bientôt révélés. Pour nous, c'est un grand privilège d'avoir M. Bureau comme invité. Et c'est super de commencer une entrevue francophone, premièrement, et avec des élèves anglophones de partout au Canada qui veulent pratiquer leur français. Alors ça, c'est vraiment spécial. Aussi parce que M. Bureau est un journaliste et on espère former des futurs journalistes. Car nous savons que les élèves et les enseignants qui nous accompagnent, ils sont remplis de passion, de curiosité et de désir de tisser des liens, de changer le monde et d'aider notre planète. Bonjour, M. Bureau. Bonjour. Plaisir d'être avec vous, et particulièrement d'être avec vous partout au pays, d'être avec des gens, des jeunes qui veulent s'exprimer dans 2 langues minimum, peut-être davantage. Moi, j'ai ajouté au fil du temps l'espagnol à nos 2 langues plutôt canadiennes, quoique aujourd'hui, qu'est-ce que sont des langues canadiennes? Il y a probablement des centaines de milliers de personnes qui parlent le mandarin au Canada, peut-être même des millions. Donc, au français et à l'anglais, j'ai ajouté l'espagnol et je suis heureux de vous voir nous écouter en français. Je pense que c'est très important et que vous ne perdrez jamais votre temps à ajouter des cordes à votre arc parce que s'exprimer dans une autre langue et comprendre une autre langue, c'est un outil de communication, bien entendu, mais c'est aussi un outil de compréhension de l'autre, de la culture, et c'est une manière de penser. Je ne crois pas que je pense exactement de la même manière quand je suis en anglais, dans le registre anglophone, que quand je le fais en français. Évidemment, ma langue maternelle, c'est le français. Il se trouve que je vis beaucoup aux États-Unis, donc je pense et parle aussi en anglais. C'est pas exactement la même chose. Puis quand je suis en espagnol, c'est pas tout à fait la même chose. Même personne, but different train of thought. C'est vraiment, c'est pas la même chose. Il y a vraiment, dans le fait de maîtriser des langues, je pense, des logiciels différents qu'on met à notre propre disposition. Fin de ma parenthèse, je suis ouvert à vos questions. C'est fantastique. Nous commençons avec 2 questions en provenance de la Saskatchewan. Monsieur Ford. Bonjour, je m'appelle Emmett et ma question est comment avez-vous commencé votre carrière et quel était votre premier grand succès? Grand succès, c'est pas encore arrivé. Never happened yet. Donc, j'attends toujours le grand succès. Ma carrière a commencé. Et quel âge as-tu, Emmett? Quel âge as-tu? Je suis 12. 12. Ben, la mienne de carrière, mon expérience professionnelle a commencé à 13 ou 14 ans à la télévision de Radio-Canada. Donc, ça fait très, très longtemps parce que j'ai 59 ans. So, do the math. Ça fait exactement 46 ans que j'ai commencé à travailler dans cet univers-là. À la télévision jeunesse de Radio-Canada, une émission qui s'appelait Téléjeans. Téléjeans était un magazine du samedi matin et j'y étais chroniqueur. Je faisais la recension des films du cinéma. J'ai interviewé à ce moment-là mon grand héros quand j'étais jeune, un réalisateur extraordinaire, un réalisateur de cinéma, Sergio Leone. C'est lui qui a fait, alors c'est des films que tu connais peut-être pas parce qu'ils ont été faits il y a longtemps, mais Il était une fois dans l'Ouest,
Il était une fois la Révolution, Le Bon, la Brute et le Truand. C'était un spécialiste de ce qu'on appelait les spaghetti western, réalisateur italien extraordinaire. Et donc, ce sont mes premières armes. J'avais 13 ans et j'ai eu la piqûre. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça fantastique. J'aimais l'idée, surtout de ne pas aller à l'école et de gagner des sous. Et ensuite, je me suis mis à faire de la radio un peu avec Radio-Canada aussi à Montréal. Et puis, quand j'ai commencé mes études collégiales au Cégep, j'ai eu un job à la radio de Radio-Canada, dans la salle des nouvelles de Radio-Canada à Montréal, et j'étais rédacteur. J'écrivais donc les textes que les lecteurs de nouvelles, les présentateurs allaient lire à la radio, parce qu'à Radio-Canada, comme à CBC, à toutes les heures, il y a un bulletin de nouvelles. Et quand j'avais donc 17-18 ans et que j'allais à l'école, je me réveillais souvent très tôt parce que je faisais le morning shift. À 4 heures du matin, je rentrais dans la salle des nouvelles et puis j'allais écrire des nouvelles. C'est mes premières expériences comme journaliste. Alors voilà ce qu'ont été mes débuts. Tu parlais de succès. C'est très difficile de dire ce qu'est le succès dans ce métier parce que je pourrais dire qu'il y a des choses que j'ai, pour moi, très bien réussies et qui sont considérées par des collègues comme des échecs. Ça arrive des fois. C'est tout à fait possible. Des fois, on fait des choses qui sont mal jugées par d'autres, mais qui pour nous sont des réels objets de satisfaction. Mais si j'avais à faire simple, easy, je te dirais que quand j'ai obtenu le téléjournal, quand j'ai remplacé Bernard de Rome, qui était une grande institution de l'information au Canada, quand j'ai remplacé, c'est pas le bon mot, succédé est le bon mot, j'ai pas remplacé Bernard. Donc, quand j'ai succédé à Bernard, en 1998, j'avais 33 ans, j'étais très jeune, 32, 33 ans. Quand j'ai remplacé, succédé, ben, c'était un moment évidemment formidable parce que j'avais des moyens, je me retrouvais dans une salle de nouvelles importante, la salle de nouvelles nationale de Radio-Canada qui est à Montréal, comme celle de CBC à Toronto, et avec un bulletin qui était diffusé from coast to coast, de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Tofino ou wherever the limit is sur la côte ouest. Et ça a été un grand moment de satisfaction. Mais j'ai eu à travers ma carrière des moments, des rencontres extraordinaires. J'ai adoré être correspondant à Washington parce que c'est une ville que j'aimais, que j'aime toujours. J'aimais les élections présidentielles américaines. Ça m'a permis de suivre une campagne présidentielle. J'étais tout jeune, j'avais 26 ans. Donc, voilà quelques-uns des moments que j'ai beaucoup aimés. Et maintenant, voici mon professeur et mon papa avec sa question. Oui, merci. Et buenos días. También, buenos días a ti. Yeah, ça va. Alors, je viens de voir quelques épisodes de Contact et le podcast. Contact et j'étais stupéfié par la qualité de conversation et toutes sortes de choses. Et avec 10 000 entrevues dans ta carrière, je me demande quelles auraient été les entrevues ou peut-être même moments que vous avez eu les plus signifiants ou importants, ou même si tu veux passer dans l'étrange ou drôle, ça va aussi. Ben, il y a tout ça dans une carrière. Quand on a rencontré Donald Trump, c'est tous les mots que tu viens de dire, que vous venez de dire. Que c'est tout à la fois. Alors, c'était avant qu'il soit président des États-Unis. C'était quand il était seulement qu'un business mogul à la Trump Tower en 99-2000, je me rappelle pas bien. C'est un exemple parce que le personnage est connu de tous. C'était tout à la fois intéressant, surprenant, drôle, et même déjà, avant qu'il ne soit le personnage qu'on connaît aujourd'hui, c'était un personnage plus grand que nature. Donc, il y a quelque chose là de fascinant. Johnny Hallyday, le chanteur légendaire français, j'allais faire une entrevue avec un de mes héros d'enfance. Il n'y avait pas de contentieux. Je me disais, ça va être facile, ça va être agréable. Et ça n'a pas été du tout ça. Ça a été compliqué. Il ne comprenait pas les questions. Il était mêlé. Il m'a dit, mais chez moi, on ne pose pas des questions comme ça. C'était très drôle. Et c'était à l'époque pour Le Point à Radio-Canada. Donc, une entrevue qui a été beaucoup vue. Puis, on a dû la monter pour essayer un peu de sauver les meubles, pour faire en sorte que ça n'ait pas l'air trop fou. Et c'est moi qui ai eu l'air fou, parce qu'au montage, on a essayé de le favoriser, lui. Puis, ce n'était pas nécessairement une très bonne idée. Des moments
Jean Chrétien, après le référendum de 1995, quand il m'a dit, c'était une entrevue donc pour vous les plus jeunes, en 1995 au Canada, l'avenir du pays, nous disait-on, était menacé parce que le Québec, vous savez peut-être, voulait devenir indépendant. Et il y a eu un référendum et j'ai joué un rôle très important dans ce référendum parce que je faisais des nouvelles, mais aussi parce que j'ai obtenu une entrevue avec le premier ministre du Québec, M. Parizeau. Le jour du référendum, c'était, on dit à ce moment-là, une entrevue sous embargo, c'est-à-dire qu'elle devait être diffusée plus tard, mais le premier ministre, le jour du référendum, était convaincu qu'il allait gagner, donc se séparer du reste du Canada. Et je lui ai posé un certain nombre de questions importantes, donc entre autres, qu'est-ce que vous faites si vous perdez votre référendum? Et l'après-midi du référendum, il m'a dit, si on perd, je vais démissionner. Ce qu'il a été obligé de faire le lendemain d'ailleurs, et il a cité l'entrevue pour dire « Ce ne sont pas mes déclarations controversées d'hier soir qui me poussent à démissionner. Je l'avais déjà dit à Stéphane Bureau dans une entrevue hier après-midi. » Mais dans cette entrevue, il révélait tout son plan secret pour la négociation avec le Canada. Donc, il se trouve que j'avais joué un rôle pendant la campagne, à ce moment-là et à d'autres moments importants. Je présentais les nouvelles à TVA, j'étais journaliste. Et Jean Chrétien, à la fin de l'année, en décembre, pour la traditionnelle entrevue de fin d'année, donc Jean Chrétien, premier ministre du Canada, qui avait eu chaud parce qu'il avait pensé peut-être perdre son référendum et perdre le Québec, me dit, à la faveur d'une question, mais vous, M. Bureau, vous le savez ce qui s'est passé au Québec parce que vous avez voté oui. Je dis, M. le Premier ministre, comment vous pouvez savoir ça? Vous aviez quelqu'un dans l'isoloir quand moi j'ai rempli mon bulletin de vote. Vous avez des services de renseignement qui nous écoutent. Et là, il s'est rendu compte de la gaffe, évidemment, parce que d'abord, il ne savait pas ce que j'avais voté, mais il présumait que, parce que j'étais journaliste, au Québec, j'avais donc voté oui. Et c'était une erreur, évidemment, politique. Et il s'en est immédiatement rendu compte, puis il s'est mis à faire du backpaddling, comme un petit... Et alors, est-ce que c'est un moment bizarre et étrange? Certainement. J'en ai eu plein. Pendant la pandémie que vous avez tous connue, j'ai interviewé un scientifique français, le docteur Raoult, qui a eu, pour certains, un très mauvais impact. C'était le grand patron d'un centre de recherche à Marseille en infectiologie, très contesté. C'était celui qui disait que la chloroquine pouvait, par exemple, aider à combattre la COVID, des thèses qui ont été en partie démenties, mais qui étaient très... Et c'est une sommité, c'est quelqu'un qui est un grand infectiologue, et je pensais qu'il était important qu'on l'entende parce qu'il était sur YouTube, il était entendu en France beaucoup, c'est un personnage controversé, mais au Canada, jamais personne ne lui avait donné la parole. J'ai choisi, ça a été très compliqué de se rendre jusqu'à lui, de le convaincre. J'ai fait une entrevue, puis c'est une entrevue qui est devenue très controversée. J'ai été très critiqué pour lui avoir donné la parole. J'ai même été sanctionné par l'Ombudsman de Radio-Canada, qui est l'espèce d'arbitre qui estimait que c'était une entrevue dangereuse pour la santé des Canadiens. Je ne partage pas cette opinion. Je ne la partageais pas à l'époque, je ne la partage toujours pas. Je ne partage pas nécessairement les opinions de Didier Raoult, le médecin, mais je crois que, compte tenu de son rôle, le président de la République en France avait fait un effort pour aller le rencontrer au pire de la crise parce que c'était une des voix dissidentes, mais importantes. Donc, de lui donner la parole ne me semblait pas un problème. Ça m'est encore reproché, mais on revenait à la question tout à l'heure de ce que c'est que de faire le métier et c'est quoi aussi, quels sont les moments significatifs. Par la force des choses, c'est devenu un moment dans ma vie significatif. Mais je pensais, moi, que c'était une entrevue assez banale, ordinaire, comme j'en fais tous les jours, mais d'autres ont décidé qu'elle ne serait pas banale, donc j'en parle aujourd'hui. Longue réponse, je regrette, mais voilà. Merci pour avoir partagé ces moments. Je trouve que c'est vraiment important de faire les discussions avec toutes les voix de la communauté, comme vous dites. Évidemment, c'est la méthode scientifique, c'est ça. Des fois, on n'est pas d'accord ou on pense être dans l'erreur jusqu'à ce que, de nouveaux facteurs, de nouveaux éléments. Et vous parliez de contact. J'imagine que c'est sur le podcast que vous êtes allé, sur mon podcast. Parce qu'il y a, entre autres, quelqu'un que vous étudiez peut-être à l'école, Éric Emmanuel Schmitt,
Je sais que son petit roman, Oscar et la Dame Rose, est souvent dans les classes de français lu. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un grand auteur de la francophonie. Il a vendu 25 millions de romans. C'est un ami à moi que j'ai rencontré à Paris il n'y a pas longtemps pour faire une émission. Et aujourd'hui, Contact, pour moi, c'est mon meilleur contact avec des gens chez vous, partout dans le monde, avec la francophonie, parce que c'est la Web TV, c'est un podcast qui est YouTube aussi. Je trouve formidable de pouvoir communiquer, même si ce n'est pas un très bon modèle d'affaires. Ce n'est pas avec ça que je paye mon loyer. Mais je trouve formidable de pouvoir offrir des discussions avec des gens, des fois controversés, c'est vrai. Mais moi, l'objectif, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire cohabiter sur la même plateforme des gens qui ne pensent pas de la même façon, des gens qui ont des opinions qui sont opposées, et de dire, on se donne la parole et on s'écoute, et après ça, on se fait une idée. Parce que la clé de la démocratie, la clé de l'information, c'est que tous les citoyens que vous êtes, les enfants, vous puissiez écouter et avec votre jugement critique, avec votre tête, vous faire une idée de ce qui est la vérité. Et juste pour partager, son grand-père aussi a travaillé à Radio-Canada à Montréal et à Chicoutimi. À Chicoutimi aussi? Oui. Alors, merci bien. C'est un plaisir, merci. De rien. On va passer à l'école David Bouchard. Je sais qu'ils sont sur leur heure de dîner, alors ils ont l'air à vraiment vouloir poser leurs questions. Avant de manger ou après avoir mangé? Je ne sais pas s'ils ont déjà ou ils vont manger après. Alors, l'école David Bouchard, allez-y avec votre question. Go David Bouchard. Je m'appelle Martin Williams, je suis à l'école David Bouchard à Oshawa, en Ontario. Ma question est, si on cherche une carrière dans les médias, avez-vous des actions? Les trucs, c'est de s'intéresser, et particulièrement quand on fait le métier de journaliste, à toutes sortes de choses sans faire nécessairement l'inventaire. C'est-à-dire qu'un bon journaliste est un bon généraliste. C'est quelqu'un qui a des curiosités de plein de choses et qui développe son esprit critique, qui pense pour lui-même. Très important. C'est pas juste, une technique, le journalisme, c'est aussi une manière d'exercer son jugement critique, de poser les bonnes questions, de ne pas avoir peur de poser les bonnes questions. Et ça, c'est pas juste d'ailleurs un bon journaliste. Je pense que dans n'importe quel métier que vous ferez et comme citoyen, développer le jugement critique, être capable de questionner ce qui nous est dit. Quand c'est un politique, quand c'est un scientifique, quand c'est un vendeur, est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que vous êtes convaincu qu'on vous présente les bons faits? Et ça, c'est le travail du journaliste, mais en même temps, par extension, c'est le travail de tout le monde. Et à l'école, j'espère que c'est ce que vous apprenez, c'est-à-dire à penser pour vous, à poser les bonnes questions, à aller chercher aussi les sources d'informations qui seront les meilleures pour vous permettre de vous faire une opinion. C'est très important. Jamais laisser à quelqu'un d'autre le soin de vous dire quoi penser ou comment penser. C'est fondamental, c'est crucial d'être capable de se faire une opinion pour soi-même, d'aller chercher des informations qui vont nous permettre d'avancer et de mieux comprendre. Je pense que d'abord et avant tout, c'est ça un journaliste, et c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile parce qu'on a l'impression de vivre dans un univers où il y a une kyrielle de sources d'informations, où la possibilité d'avoir accès à peu près à tout. Or, je pense que, et on le voit sur les réseaux sociaux et ailleurs, il y a un entonnoir, c'est-à-dire qu'on décide de ce qui est bon et de ce qui est moins bon. Et il n'y a que vous qui pouvez décider de ça. Vous ne pouvez pas laisser d'autres choisir à votre place. Et ça demande évidemment d'avoir étudié l'histoire, d'étudier les sciences, parce que ce sont des outils qui vous permettront de mieux comprendre. Alors, c'est ça un journaliste. Les trucs, c'est d'avoir une culture, c'est d'être capable d'être curieux, je le disais, de lire beaucoup, de débattre, d'échanger avec d'autres, vos camarades, des points de vue différents, de ne pas avoir peur d'avoir une opinion qui est différente de celle de tous ses amis. Très difficile aujourd'hui, très, très difficile, mais je pense que ce sont des manières aussi d'entraîner son esprit et de le rendre agile, souple. Je ne suis pas sûr que c'est exactement ce que vous attendiez comme réponse, mais c'est ce que je vous dirais, en tout cas, à la hauteur de ma vie. Et puis les trucs,
très clairement, si vous êtes capable de commencer à écrire très tôt, c'est un exercice quotidien. Écrire des articles dans le journal. Est-ce que vous avez un journal à l'école? Est-ce que de faire votre petite chaîne YouTube? Aujourd'hui, il est possible de faire ça. C'est de commencer à vous entraîner le plus rapidement possible pour le jour où vous arriverez dans les ligues majeures, c'est-à-dire dans les médias plus traditionnels qui vous paieront pour faire ce métier. Merci bien. Merci, merci. Merci les élèves. Je vous présente une vidéo préenregistrée, une question de Tierra Glover qui est dans l'État de New York aux États-Unis. Je m'appelle Tierra Glover et c'était un plaisir. Mon question est, vous avez changé de poste et de projet plusieurs fois dans votre carrière. Comment est-ce que vous faites une décision de prendre de risques, de quitter un poste solide et confortable en tenter un nouveau? C'est une très bonne question qu'elle me pose. Il n'y a pas de réponse facile à cette question parce que ce n'est pas une science exacte. On ne sait jamais avant de prendre une pareille décision si on va être récompensé. Il est très difficile d'avoir des certitudes avant de choisir. Donc, c'est vrai, dans ma vie, j'ai souvent eu à prendre des décisions importantes. J'ai quitté une première fois le journal télévisé que je présentais pour un diffuseur privé important au Québec, TVA, où ça marchait très bien pour nous. On était les numéros 1 dans le marché. Et j'étais jeune à ce moment-là. Je revenais de Washington, où j'avais été correspondant, puis j'avais beaucoup de succès. Et j'avais envie de retourner travailler comme journaliste sur le terrain. Et Radio-Canada m'a offert... j'ai démissionné, en fait, d'abord. J'ai surtout démissionné. Et j'ai dit, whatever happens, je pars et quelque chose va arriver. Je voulais partir en voyage, ce que j'ai fait. J'ai voyagé pendant 6 mois. Et Radio-Canada m'a offert un job de correspondant à New York, qui était davantage ce que je voulais. Donc, l'audace a été récompensée. Ça a été une super belle idée. J'étais très content d'être à New York. Et à peine étais-je arrivé à New York que Radio-Canada, donc le très grand réseau canadien public, m'a demandé de succéder à Bernard de Rome, donc de retourner faire le métier que je faisais 8 mois plus tôt à TVA comme présentateur du bulletin de nouvelles. Mais évidemment, c'était avec d'autres moyens, sur un réseau national, avec une très grande salle de nouvelles, avec des correspondants à l'étranger. C'était un jouet, pardonnez l'expression, un outil beaucoup plus important. Et je n'ai pas su résister à l'envie d'essayer. J'ai fait ça pendant 5 ans, avec succès, mais surtout avec beaucoup de plaisir. J'ai appris, j'ai été stimulé tous les jours de ma vie. C'est une journée de fou quand on travaille à faire ce bulletin. Le bulletin au Canada, il était présenté, il est encore présenté à 22 heures. Je commençais souvent le matin à 8 heures, la première réunion au téléphone avec les équipes. Moi, j'étais chez moi, mais j'étais au téléphone avec les équipes dans la salle des nouvelles. Je terminais le soir à 23 heures. Ça veut dire que des fois, je me couchais à 1 heure du matin. J'étais debout à 8 pour faire une première réunion, puis souvent au bureau à midi et demi. Donc, des journées de fou pendant 5 ans qui ont été formidables. Et au bout de 5 ans, je suis arrivé à la même conclusion que j'avais tirée quand j'ai quitté TVA. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Je ne peux pas rester ici. C'est une responsabilité très grande de présenter le bulletin de nouvelles national. Et si on a des doutes dans sa tête, il faut être capable de dire, ben, je vais céder la place à quelqu'un qui n'a pas de doute. J'ai offert ma démission à mes patrons qui n'étaient pas contents. Je leur ai donné beaucoup de temps pour se préparer, pour faire un soft landing. Ça s'est bien déroulé. Et après ça, pendant 10 ans, j'ai travaillé à Montréal pour une organisation qui s'appelle, alors pour la New-Yorkaise que tu es, peut-être plus connue sous Just for Laughs, à Montréal ou en français dans le monde, on parle du festival Juste pour rire. Il était le plus grand festival d'humour au monde. Tous les plus grands stand-up comics viennent à Just for Laughs ou au festival Juste pour rire. Et pendant 10 ans, j'ai présenté des galas hommages sur scène dans la plus grande salle de spectacle de Montréal, la salle Wilfrid Pelletier, 3000 places. Des galas hommages aux plus grandes personnalités canadiennes de l'humour. Je passais 6 mois à préparer le show.
c'était des ultimate tribute, vraiment, et c'était un truc pour la télévision, mais un spectacle sur scène. Et en même temps, je produisais des entrevues live devant public qui se sont appelées des grandes entrevues juste pour rire. J'ai fait ça pendant 12 ans avec beaucoup de succès. Mais ça, si on avait à dire que c'est un virage à 90 degrés, c'est comme journaliste, virage à 90 degrés, autre chose complètement. Mes collègues n'ont rien compris. Je passais pour un martien, mais j'ai eu beaucoup aussi de plaisir à faire ça. C'était différent. J'ai appris d'autres règles aussi, d'autres outils pour faire mon métier. La scène, le rapport avec le public. Un journaliste, évidemment, c'est pas notre métier que d'être sur scène avec du public. Ça m'a appris vraiment beaucoup de choses qui font que je dirais que je suis beaucoup moins mauvais. Je dirais pas que je suis bon, mais je suis moins mauvais que je l'étais à l'époque. Et j'avais aucune idée quand j'ai laissé le téléjournal que ce projet-là allait arriver. Il s'est imposé. Ça a été 10 ans de ma vie, d'exceptionnelles années. Ça m'a permis aussi d'avoir une autre vie parce que j'avais envie, moi, d'être souvent sur la route et de voyager. Donc, j'ai eu plus de contrôle sur mon agenda. À 40 ans, j'avais quelques mois où je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. J'ai passé les 15 dernières années à vivre en Arizona, une partie de l'année, Tucson, Arizona, parce que j'aime l'hiver sous le soleil, parce que j'aime beaucoup les États-Unis. Ça m'a donné donc beaucoup de liberté tout en travaillant. Puis derrière cette aventure, parce qu'après 10 ou 12 ans, j'ai dit, bon, enough, assez. Et je suis revenu à la radio de Radio-Canada comme animateur à la radio pour une émission quotidienne, une émission de 2h30, qui s'est appelée Bien entendu, et qui a été un formidable succès que je n'attendais pas. Je ne pensais pas que ça... Je suis allé faire, littéralement, remplacer l'animatrice pendant la saison estivale, parce que je n'avais pas envie d'être là de septembre à juin. Et cette formule de l'été est devenue, pour Radio-Canada et pour moi, un vrai grand succès. Ça a été une émission extraordinaire. Et au bout de 5 ans, guess what? J'ai choisi d'arrêter parce que, je reviens à la réponse que j'ai faite tout à l'heure sur M. Raoult, c'était Didier Raoult, c'était un été difficile. C'était l'été de la fin de la pandémie. Tout le monde les nerfs étaient à vif. Il y avait des questions qui se posaient et d'autres moins. Et je suis plutôt du genre à poser toutes les questions et de ne pas faire moins. Donc, ça a été un été tendu. Pas un été difficile parce que les rapports avec mes patrons étaient quand même encore très bons. Eux voulaient que je reste, c'est la vérité. Ils étaient parce que ça marchait. Moi, j'ai choisi de m'en aller. Et 1 an plus tard, je faisais à TVA, j'étais de retour à TVA. Je faisais un plateau en prime time, qui a été un succès colossal, qui s'appelle, je dis colossal parce que c'est vraiment ça, c'était un gros succès, ça s'appelait Le Monde à l'envers. Je suis obligé d'en parler au passé parce que dans ce cas-là, ça n'existe plus, c'est pas ma décision. TVA traverse des moments très difficiles financièrement et à la toute dernière minute, il y a quelques semaines, le grand patron, le propriétaire a décidé de fermer l'émission. Je pense que, je ne peux pas dire qu'il le regrette, mais je pense que ça n'a pas été une décision facile. Mais cette émission-là, qui était un plateau d'information, peut-être un peu infotainment, parce que c'était information, mais en même temps, c'était un divertissement du vendredi soir, a très bien marché. Et ma réponse est un peu longue, j'en suis conscient, mais c'est, je dirais que ça m'a été offert par ce que j'avais fait avant. C'est-à-dire que c'était la somme de toutes les décisions, y compris de mes départs et de mes choix d'arrêter de faire des choses, qui a probablement convaincu le diffuseur que j'aurais l'audace ou le courage de faire certaines choses qu'on ne fait pas en télévision. Et ça a très bien marché. Donc, comment on prend une décision? En ayant confiance en soi, en étant capable d'écouter ses valeurs, en n'ayant pas trop peur, c'est pas facile. Et je dirais, il y a un autre très bon truc. En commençant à mettre de l'argent de côté très jeune, très tôt, et en ayant un train de vie calibré, réduit. J'ai toujours vécu sous mes moyens. Donc, quand j'ai eu à prendre des décisions, money was never an object. Jamais l'argent n'a été un enjeu. Genre, j'ai besoin de ma paye pour payer le loyer le mois prochain. Et je pense que c'est un truc, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous voulez être libre et heureux, vivez sous vos moyens. Donnez-vous un coussin, et c'est possible à 20 ans, c'est possible à 25 ans,
et c'est encore plus possible à 50 ans, pour avoir le choix et n'être jamais la victime des circonstances. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas en mesure de faire ce que vous voulez, ayez le choix, la liberté de décider pour vous. Et ça, c'est ce que j'ai toujours eu et je ne l'ai jamais regretté. Merci au nom de Tierra. Et je voudrais maintenant laisser mon élève qui est à Vancouver, Viviane, pour poser la dernière question. Bonjour, je m'appelle Viviane et ma question est: quel est le rôle d'une journaliste dans la société, et spécialement dans notre contexte actuel? C'est une question courte, mais pour laquelle la réponse pourrait être très longue parce que je crois que les journalistes ont un rôle déterminant à jouer. On a déjà dit que c'était le 4e pouvoir, the fourth estate des journalistes, c'est-à-dire après le pouvoir exécutif, celui par exemple du premier ministre au Canada ou du président aux États-Unis, le pouvoir législatif, donc celui du Congrès aux États-Unis ou du Parlement au Canada, et du pouvoir judiciaire, les tribunaux, donc les 3 principales sources de pouvoir dans nos régimes politiques. On disait le journalisme, l'information, the fourth estate, le 4e pouvoir, c'est-à-dire une force capable d'équilibrer, de balancer les choses, la capacité que nous devrions avoir comme journalistes, justement, de poser des questions difficiles, de faire enquête, de forcer ceux qui sont au pouvoir, que ce soit dans la grande entreprise, au Parlement ou ailleurs, forcer ces gens-là à rendre des comptes, parce qu'ils peuvent avoir à rendre des comptes, particulièrement le personnel politique. Donc, je suis convaincu que les journalistes ont un rôle très, très, très important à jouer. Malheureusement, les médias aujourd'hui sont de plus en plus fragiles. Le modèle économique est remis en cause, il est malmené. Et ça fait que le journalisme se pratique plus exactement de la même manière. Et je crois aussi que nous vivons une époque très sombre pour la liberté d'expression. Ça interpelle très directement les journalistes. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a des mécaniques qui se mettent en place un peu partout pour filtrer la parole. Je ne dirais pas la contrôler, la filtrer. Et ça a un impact direct sur le métier de journaliste. C'est des questions qui se posent partout, dans tous les grands médias, à Radio-Canada évidemment et ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Quels sont les sujets qui sont recevables? Qui sont les invités avec lesquels on a le droit de parler? Est-ce qu'on met en danger les gens quand on les expose à des pensées, à des discours qui sont des fois provocants, qui sont des fois même blessants? Mais c'est ça aussi, le travail du journaliste, c'est de trouver le point d'équilibre où on est capable de se mettre en contact avec des choses qui peuvent des fois nous heurter, mais qui nous permettent de comprendre, y compris comprendre ceux avec qui on n'est pas d'accord. Très, très, très important, parce que je ne veux pas que quelqu'un m'explique pourquoi je ne devrais pas être en accord. Je veux entendre la personne avec laquelle je ne suis pas en accord pour être capable de me faire une idée moi-même. Très important. Alors, les journalistes aujourd'hui, dans un contexte où de plus en plus d'organisations étatiques, para-étatiques, se préoccupent de filtrer la parole. Je crois que, et on peut le comprendre, on a vu ces débats sur les propos sur les réseaux sociaux. On comprend exactement tous pourquoi aujourd'hui on dit, OK, est-ce que tout est acceptable? Mais pour pratiquer le journalisme aujourd'hui, ça devient donc beaucoup plus difficile que ce l'était. Ça demande une espèce de sophistication, une intelligence de ces choses-là qui est toute nouvelle. Mais je crois vraiment, vraiment, vraiment que le pouvoir du journalisme, pas au sens de l'institution, mais le pouvoir du journaliste, c'est-à-dire une personne toute seule qui pose la question fâcheuse, la question qui met au jour, qui fait tomber les masques, c'est fondamental, c'est important. À l'époque des rois, il y a très, très, très longtemps, il y avait le fou du roi, le King Jester, qui avait, lui, la possibilité de rire du roi ou de poser des questions sous forme de blagues que personne d'autre ne voulait poser parce que c'était le roi. Bien, le journaliste, c'est un peu le fou du roi. Il n'est pas là pour faire des blagues, mais il est là pour poser des questions, soulever des enjeux que personne n'ose plus soulever. Et aujourd'hui, parce qu'on a très peur
des mots qu'on va employer, des pensées qu'on va canaliser, parce qu'on a peur d'être annulé, parce qu'on a peur, vous connaissez ça mieux que moi, c'est votre quotidien. On fait extrêmement attention. Alors, faire attention, c'est une très bonne chose, parce que choquer, insulter, c'est jamais utile. Mais ça ne doit pas devenir cette peur de choquer un frein à des questions difficiles et au risque aussi de débattre de sujets sensibles. Très important. Il est souvent décidé de ne pas débattre de certaines choses justement parce que c'est difficile, parce que ça engendre des réactions. Et je crois que c'est une erreur catastrophique. On ne doit jamais s'empêcher, entre gens civilisés, intelligents et sensibles, de débattre, y compris de débattre d'enjeux qui nous heurtent, qui nous font mal, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas se priver de ces choses-là. Si on le fait, on perd. On perd absolument. Je reviens à... Je voulais probablement pas toute cette réponse, mais il se trouve que ça me tient beaucoup à cœur et je crois que sur vos épaules à vous, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids qui va être laissé parce que si on ne fait pas attention, j'en suis absolument convaincu, j'espère que j'ai tort, si on ne fait pas attention, on va vivre dans un monde extrêmement ennuyant où d'autres que nous vont décider ce qu'on peut dire. Et je crois que c'est le pire des mondes. D'ailleurs, il y a Aldous Huxley qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Le meilleur des mondes » et qui parle un peu de ça, que je vous conseille, comme je vous conseille Animal Farm, comme je vous conseille 1984, qui parlent à leur manière de notre époque et qui ont été écrits il y a, dans un cas, 70 ans et dans l'autre davantage. Mais c'est ça, le pire des mondes, c'est celui peut-être que décrivait Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Évidemment, son titre était très ironique. Je sais que j'ai été ennuyant, j'aurais voulu vous fournir des réponses beaucoup plus accrocheuses et souriantes, mais it's my tough love. Merci pour votre tough love. Merci, Viviane. Alors, c'est aussi... Oui, vous êtes super, merci. C'est aussi simple que ça. Merci infiniment pour ce temps que vous avez passé. Vous avez passé des longues minutes à nous enseigner des choses très importantes, préparer cette entrevue. Et nous espérons vous revoir avec nous pour de futures collaborations. Nous vous souhaitons de profiter pleinement des nouveaux défis qui vous attendent. Et vous avez tout notre amour, notre admiration, notre appui pour la suite des choses à Paris, M. Bureau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et puisque c'est la Journée internationale des profs, bravo à vous parce que vous faites le métier le plus important du monde, j'en suis absolument convaincu. Journaliste, c'est pas mal, mais profs, vous avez la première responsabilité et particulièrement pour ceux qui enseignent au primaire. Je pense que si on rate le rendez-vous au primaire, tout est fini. Et c'est là que ça joue. Donc, à vous, au secondaire, au primaire, merci. Merci tout le monde. Et bonne journée. Dites au revoir.